Bonjour à tous et merci d'honorer notre rendez-vous, le duel des éditorialistes, avec aujourd'hui Assalé Tiemoko du bi-hebdomadaire L'éléphant déchaîné. Bonjour Assalé. Bonjour Ange. Et Félix Boni du quotidien L'Inter. Bonjour Félix. Bonjour Ange. Alors, 3 thèmes au menu de ce rendez-vous. La naissance de la Coalition nationale pour le changement, CNC. C'était vendredi dernier dans une salle comble d'un hôtel connu d'Abidjan. L'aile dure du Front populaire ivoirien fait partie maintenant de cette coalition, ce qui change du coup le paysage politique ivoirien à quelques mois seulement de la présidentielle. L'autre thème de ce duel, l'argent détourné des éléphants de Côte d'Ivoire. Pendant plusieurs semaines, cette affaire des primes impayées a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Finalement, le ministre des Sports a été démis, mais cela signifie-t-il qu'on sait exactement où est passé l'argent des éléphants? Grande question. Enfin, nous évoquerons les visites d'État du chef de l'État. Il sera dans quelques jours à Odiéné, dans le nord du pays. Mais avant d'aborder le premier thème, à savoir la naissance de la Coalition nationale pour le changement, place à la rue qui signe l'édito. C'est au micro de Jean Jaurès Tabi et Tanguy Dodo. Vous faites un bloc aujourd'hui pour contre Alassane Ouattara, c'est possible. Il y a plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire qui sont contre le pouvoir en place. L'opposition même déjà, ils sont divisés. Franchement, ça serait un peu difficile. Chacun veut être président, tout le monde veut être président, mais je me dis qu'avec un peu de bon sens, avec un peu de moralité de leur part, ils réussiront à faire un front commun. Ça ne marchera pas. Les tenants du pouvoir, ils vont toujours les contrer. KKB, qu'est-ce qu'il peut apporter? Quel est son programme d'abord? Quand il était au PDCI, qu'est-ce qu'il a apporté comme changement? Mamadou Koulibaly a dirigé pendant près de 10 ans le Parlement ivoirien. Qu'est-ce qu'il a apporté comme changement? Un président, c'est un monsieur qui a du charisme, mais Charles Kounabani ne peut pas tenir devant le président actuel. Parlant de Si Amara, c'est l'homme, nous le respectons, mais actuellement, je peux dire c'est une vieille marmite qui se repose. C'est une danse de sorcières, et tous là, on les connaît, ils l'ont tous combattu ici. Tout cela, j'ai fait la preuve. Autant de PDCI jusqu'à ce qu'on arrive au temps de Gbagbo. Il n'y a pas un candidat qui peut te dire que non, moi je suis opposant, je deviens opposant pour affronter cela. Plus on est unis, on a plus de voix. Mais partir en rang dispersé, c'est plus difficile souvent d'aller contre le pouvoir. Bon, personnellement, en Afrique, c'est difficile. Chaque opposant a ses idéologies et ce n'est pas tellement évident qu'ils réussissent à les mettre ensemble et à pouvoir s'unir. Je vous dis, c'est peine perdue. Quand vous arrivez aujourd'hui, moi, je vous prends un exemple très simple. Il y a des Bakati aujourd'hui, là, eux, là, ils ne jouent que par Gbagbo. Il suffit que le président Gbagbo, c'est-à-dire par voie de presse ou bien par voie, il ne sait pas, téléphonique, donne son accord, voter ou bien soutenir cette coalition-là. Ouattara aura vraiment, qu'on appelle ça, une véritable opposition en face de lui. Voilà, Félix et Assalé, vous avez écouté le micro-trottoir. Alors, ma première question, tout de suite à Félix Boni, du quotidien L'Inter. Que pèse cette coalition? Vous avez suivi dans le film qui vient de passer que d'aucuns disent que cette coalition ne vaudra pas la peine, d'autres pensent que ça va peser. Et à l'intro, vous avez déjà signifié que l'aile dure du Front populaire ivoirien prend part à cette coalition, sachant que le Front populaire ivoirien a pesé quand même 47% de l'électorat ivoirien en 2010. Et au second tour. Voilà, au second tour, bien entendu. Sachant également que ce sont quand même de grosses têtes qui composent cette coalition, qui ont derrière eux chacun des militants, qui sortent quand même d'une formation politique qu'on appelle le PDCI, qui, à la vérité, est très divisée. Vous voyez, le PDCI a décidé d'endosser l'appel de Daoukro. Lorsqu'il y a les rencontres, j'allais dire, les grandes manifestations, les cadres sortent. Vous voyez combien de cadres sur le terrain qui véritablement font campagne pour Ouattara. Il y a comme quelque chose qui les retient. Il y a quelque chose qui ne va pas à la vérité. On a l'impression que c'est un vœu pieux, ce soutien, cette façon d'endosser l'appel de Daoukro. Du coup, ces cadres qu'on appelle les irréductibles semblent avoir un public silencieux derrière eux qui ne parle pas.
Il ne faudra pas les négliger. C'est une coalition qui, si elle se prend au sérieux, pourrait éventuellement créer une surprise dans les mois à venir. Assali Tiemoko. Ben, qu'est-ce qu'elle pèse cette coalition? Je l'ai dit qu'a priori on n'en sait rien. C'est dans les urnes qu'on verra qu'est-ce qu'elle pèse et dans quelle mesure elle va arriver dans les urnes. Est-ce qu'ils pourront... Pour l'instant, elle pèse le point... pour l'instant, quand on regarde sa composition, on se dit que c'est quand même du lourd, hein, parce que vous avez parlé de l'aile du FPI qui a rejoint cette coalition, vous avez Mamadou Koulibaly, vous avez d'autres partis, Charles Kounda Bani, qui n'est quand même pas le premier venu en Côte d'Ivoire. Et donc, de ce point de vue-là, au niveau de la composition, on se rend compte que... Et Sy Amara aussi, même si à son niveau, il y a quelques soupçons de ce qu'il traîne un peu. Mais déjà, dans la composition, on réalise que c'est du lourd. Maintenant, dans quel état ils vont arriver aux élections, c'est la grande question. Est-ce qu'ils vont arriver unis? Ils auront un candidat unique? Tout ça, c'est des questions qu'il va falloir adresser avant d'aller aux élections. Voilà. Alors, je vais vous proposer d'écouter un autre magnéto. Ce sont les réactions que nous avons recueillies vendredi dernier, des réactions de Abdourahmane Sangaré, du Front populaire ivoirien, de Madame Mindaoudou de l'ONUCI et de Bertin Kouadio-Konan. Nous devons être capables de nous écouter les uns les autres parce qu'il y a eu beaucoup de coalitions dans ce pays, d'alliances dans ce pays. Il ne faut pas le faire pour le faire, il faut le faire dans l'intérêt des Ivoiriens. Faites-nous confiance. Vous savez, l'attachement des Nations Unies à la démocratie et aux droits de l'homme. Donc aujourd'hui, la création de cette nouvelle coalition est un signe de la vitalité de la démocratie ivoirienne et elle enrichit la démocratie ivoirienne qui s'épanouit dans un cadre légal et non pas dans le désordre et la violence. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est que ces groupements de partis, ces personnalités font preuve de responsabilité en mettant en place cette coalition. J'ai toujours lancé un appel aux Ivoiriens et je ne cesserai de lancer un appel aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens pour qu'ils mettent l'intérêt général en avant. Je pense que le Front populaire ivoirien d'abord est un front, c'est-à-dire un vaste mouvement de tous ceux qui aspirent à la démocratie. Même le combat pour la liberté démocratique. Et c'est pour ce combat-là que le Front populaire ivoirien se rangera toujours du côté de ceux qui se battent pour la démocratie et la liberté démocratique. Et c'est pour ça que vous pesez dans ce combat-là, que le Front populaire ivoirien s'engage, parce que le Front populaire ivoirien est un parti qui est pour une transition pacifique à la démocratie. Le Front populaire ivoirien se bat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien a toujours privilégié la discussion en tout temps et en tout lieu. Et tous ceux qui partagent ces valeurs, tous ceux qui aspirent à ce changement de la Côte d'Ivoire, le pays doit se retrouver à leur côté. Vous savez, Laurent Gbagbo est la Cour pénale internationale. Ce qui est certain, il saura se faire entendre. Très bien. Voilà des réactions de personnalités importantes. Abdourahmane Sangaré, Madame Mindaoudou de l'ONUCI et de Kakabe Bertin Kouadio-Konan. Je ne sais pas si vous avez vu pendant cette cérémonie la réaction du représentant de Sy Amara qui est monté sur le podium, qui a fait semblant de signer la charte. En réalité, il ne l'a pas signée. Ça augure de quoi Assali Tiemoko? Oh, c'est Boni avait commencé déjà. Mais je pense que ce n'est pas parce que il ne voulait pas signer. Je crois qu'ils ont eu des discussions avant qu'il ne monte sur le podium déjà. Je l'ai vu en train de discuter avec le professeur Mamadou Koulibaly. Était-il obligé de monter? Il fallait que devant le public, il ne donne pas l'impression que Sy Amara refusait de signer. Donc il avait voulu faire croire à tout le monde que ça a été signé. Mais à la vérité, lorsqu'on recoupe les faits après,
Il est question que M. Yassi Amara lui-même voudrait signer le document par sa propre signature. Mais quelque part, il y avait des dissensions aussi. Il n'y a pas grand-chose comme dissension. Je peux interroger quand même le porte-parole de M. Yassi Amara qui a indiqué qu'il y a quelques petites réserves juste dans la formulation des termes sur lesquels M. Yassi Amara voudrait bien discuter avec les autres. Mais il a bien confirmé que M. Yassi Amara prendra bel et bien sa place dans cette coalition. D'ailleurs, il n'a pas d'intérêt à vouloir aller tout seul contre des coalitions qui sont en train de se mettre en place. N'oublions pas qu'on a le RHDP de l'autre côté et que cette coalition se mette en place. Celui qui se mettra au milieu va assister à la bataille des éléphants et donc en prendra le coup. Assalé Tiemoko, est-ce que cette coalition est capable de faire, voilà, de choisir en son sein un seul candidat pour la représenter face à Ouattara à la prochaine présidentielle? De toutes les manières, ils n'ont pas le choix. C'est clair, c'est net. Le RHDP s'est constitué à désigner son candidat. S'ils veulent avoir une chance de contrebalancer un peu le pouvoir, la force du RHDP, ils ont intérêt à aller à rang serré et donc à désigner un seul candidat. Évidemment, il y a de fortes personnalités dans cette coalition. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont dans cette coalition. Et beaucoup d'ego également. Beaucoup d'ego, beaucoup d'intérêt. Mais je pense que, comme Kakabe l'a dit, c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire qu'ils le font. C'est dans le cadre de mettre en place une politique, une démocratie qui est forte en Côte d'Ivoire qu'ils le font. Et donc, s'ils veulent vraiment avoir une chance de faire le changement qu'ils souhaitent, ils ont intérêt à s'organiser et à avoir un seul candidat en face du candidat du RHDP. Comme ça, les Ivoiriens auront le choix entre le RHDP et cette coalition. Et puis peut-être au milieu, Afin Guessan, qui lui joue en singleton, comme on dit. Et puis bon, on ira aux élections et on verra qui triomphera. Félix, ce serait qui, si jamais cette coalition devrait choisir en son sein un candidat pour faire face à Ouattara? Je crois que les choses se dégagent progressivement. Il va y avoir éventuellement un petit duel entre M. Charles Konan Banny et M. Yassi Amara. Et tu parles d'un petit duel? A priori, un petit duel, parce qu'a priori, ça se dégage. Il y a un peu un petit conflit d'ego, mais je pense que les autres sauront taire leurs égos. Mais c'est entre ces deux personnalités, on a l'impression que ces deux personnalités qui sont vraiment déterminées à en découdre avec M. Ouattara. On a l'impression que M. Yassi Amara semble très bien préparé avec des appuis extérieurs qui font qu'il n'a pas envie de lever le pied sur l'accélérateur. M. Charles Konan Banny également. Et sachant que ces deux personnalités qui ont franchi le seuil de 70 ans et qui sont pratiquement à leur dernière chance. Donc du coup, il y a le conflit d'ego qui pourra se jouer entre ces deux personnalités. Le Front populaire ivoirien, El Sangaré, fait partie donc de cette coalition. Assalé Tiemoko, c'est important, mais est-ce que ce sera décisif? À mon avis, ça va être extrêmement décisif. Et les propos même de Sangaré, au vu de ce qui pourrait se passer, il a dit que Gbagbo Laurent est à la CPI, mais il pourra se faire entendre dans cette affaire. Et donc, la présence du Front populaire dans cette coalition, à mon avis, est l'élément le plus déterminant dans cette affaire. Et donc, si jamais, ici, il y a un appel de la haie qui arrive dans cette affaire d'élection en 2015, là, je pense que ça pourrait contrebalancer beaucoup de choses. Et là, on sera en face, on aura une élection qui va être vraiment disputée et ça pourrait créer beaucoup de surprises. L'affrontement RHDP-CNC ne sera pas une partie de plaisir. Nous courons vers la belle pour parler comme à une compétition de tennis. Je suppose qu'en 2010, c'était les voix équilibrées. Maintenant, la belle, la vraie compétition, c'est dans 5 mois. Et CNC face à RHDP, on se retrouve pratiquement dans le même schéma. LMP face à RHDP d'hier. Et on verra. Ouattara voulait une candidature, un candidat de poids en face de lui. On peut dire qu'il sera servi? Il sera servi. Son rêve va se réaliser. Alors, je voudrais aussi savoir jusqu'où iront-ils vraiment? Est-ce qu'ils ont les moyens de faire respecter un certain nombre de choses? Ils veulent que la CEI soit changée, ils veulent un certain nombre de réaménagements organisationnels dans la gestion, dans l'environnement même de ces élections. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils ne s'y prennent pas très tard? On peut se poser cette question, on peut se demander si les conditions qu'ils posent seront remplies avant qu'ils aillent aux élections, ou bien si elles ne sont pas remplies. Est-ce qu'ils seront écoutés? Je n'en suis pas très sûr, mais dans tous les cas, je pense que quelle que soit la réaction du pouvoir par rapport aux conditions qu'ils posent, je
pense qu'ils iront aux élections. Ils mettront les moyens pour pouvoir... L'essentiel, c'est de pouvoir avoir des représentants. Moi, je pense que c'est l'élément le plus important dans ce genre d'élection, c'est de pouvoir avoir des représentants. S'il y a 30 000 bureaux de vote, il faut pouvoir avoir un représentant ou deux représentants dans ces 30 000 bureaux de vote. À partir de là, les choses peuvent être contrôlées. Oui, mais concrètement, quels moyens ont-ils aujourd'hui de faire changer ces choses-là? Ben, je pense qu'ils n'ont pas commencé ce combat maintenant. Ce n'est pas maintenant qu'ils annoncent qu'ils vont le faire. Ils ont déjà parcouru les différentes chancelleries. Je crois qu'ils doivent avoir un document qui doit être déjà dans les chancelleries. Et si vous remarquez, ces derniers temps, il y a eu plein d'actions qui ont été menées par le pouvoir, notamment la libération des sites occupés par les ex-FSI, les ex-combattants, autant pour moi, et le désarmement et tout le temps que le président donne à réaliser la pacification du territoire. Je pense que ça participe plus ou moins des résultats des combats qu'ils ont commencé à mener dans l'homme et qu'ils portent officiellement en public maintenant. Il faut souligner que la présence de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU à leur cérémonie augure déjà du fait que ce combat a été déjà transmis au niveau de la communauté internationale pour mettre la pression pour que les élections soient vraiment transparentes, fiables et inclusives. Et je pense que le reste dépendra des dispositifs qui vont déployer sur le terrain pour qu'ils soient effectivement présents et voir clair dans les résultats qui vont être programmés. Alors, nous allons passer au deuxième thème de notre duel des éditorialistes. C'est ce qui est arrivé la semaine dernière. Alain Lobognon, le ministre de la Jeunesse et des Sports, a été démis, suite emportée par l'affaire des primes impayées. Avant d'en débattre, je vais vous proposer d'écouter ce que les Ivoiriens en ont dit dans la rue. C'était au micro, une fois encore, de Jean Jaurès Tabi et Tanguy Dodo. Je pense que le limogeage du ministre Alain Lobognon, c'est une bonne chose. Ça prouve que de nos jours, il n'y a plus d'impunité ici en Côte d'Ivoire. Et je pense que le président de la République a pris les choses en main et c'est un bel exemple qu'il donne à toute la classe politique ivoirienne. Pourquoi ils bloquent leur argent? Il n'a pas le droit de faire ça. Vraiment, on les félicite, on félicite l'État pour ça. Il est limogé, mais il ne doit pas être limogé seul. Et ça, je suis convaincu. Parce qu'ils sont plusieurs impliqués dans cette gestion du football. Si on a limogé le ministre, on doit limoger le président de la FIF. Si Diallo, qui ne mérite même pas être président de la FIF, doit être limogé. Bien sûr, mais c'est la FIF qui gère le football. Le ministère, c'est la tutelle, je suis d'accord. Mais c'est la FIF qui gère le football. Non, c'est pas normal, on ne peut pas enlever quelqu'un comme ça facilement. Donc, essayer de faire les enquêtes, quoi. Bon, la FIF n'est pas trop coupable, hein. Je pense que c'est plutôt le ministère. Donc, Alain Lobognon et son staff, quitter. C'est déséquilibré, en fait. Donc, d'autres personnes doivent assumer. Ça a été bien fait. C'est ce qu'il a voulu. Hein. Si son âme ne lui suffit pas, on ne sait plus quoi faire alors. Je ne sais pas. La FIFA aussi a dedans. Parce que si vous voyez que ça arrive comme ça, la FIFA aussi a son manger aussi dedans. Si la FIFA n'est pas mangée dedans, Alain Lobognon ne peut pas faire lui seul. Parce que soyez sûr que 2 ou 3 milliards, ça ne disparaît pas dans la poche d'une personne. C'est trop facile. Je pense que l'essentiel, c'est de savoir où l'argent est parti. Parce que c'est vrai qu'on va limoger le ministre et l'argent. Alors, Assané Tiboko, ton journal en a fait son chou gras, on se rappelle. Est-ce que, honnêtement, Alain Lobognon mérite-t-il ce sort-là qui lui est réservé? Je pense que faut poser une grande question. Est-ce qu'il mérite son sort? Est-ce qu'il ne mérite pas son sort? Je pense qu'il y a une décision qui a été prise par le chef de l'État. La question a été posée au porte-parole du gouvernement pour savoir si le ministre était impliqué dans la disparition des primes des joueurs. Et la réponse du porte-parole du gouvernement, à mon avis, est sans appel. Il a dit, faites confiance au chef de l'État. Il a pris sa décision sur la base de choses concrètes. Si on veut traduire ça, ça veut dire que c'est sous pièce que le président a pris sa décision et qu'il a eu les éléments qui démontrent l'implication du ministre dans ce scandale. Et donc, quand vous posez cette question, on se dit,
est-ce que le ministre Le Boyon est le seul impliqué dans cette affaire? Bien évidemment, j'allais vous le demander. Est-ce qu'il est le seul impliqué dans cette affaire? Est-ce que les gens de la FIF n'ont pas été... Mais il faut remonter un peu à l'histoire de ce budget qui aujourd'hui emporte un ministre. On se souvient très bien ici du débat. Le ministre n'en voulait pas. Le ministre disait qu'il avait 4 milliards pour toutes les compétitions nationales en 2015 et que la FIF seule ne pouvait pas prétendre avoir 3,5 milliards pour aller à la CAN et qu'il pouvait mettre uniquement 300 millions à la disposition de la FIF. Parce que la FIF a dit... il attendait des résultats avant de donner de l'argent à la Voilà, donc il ne pouvait que donner 300 millions. La FIF a dit on n'en veut pas, ça ne peut pas aller, on ne peut pas aller à une CAN avec 300 millions. Donc nous, on fait notre budget à nous, on va faire notre démarche personnelle auprès du président et si on a son argent, on ira. Ils ont fait leur démarche, ils ont eu leur argent. Et puis bon, l'argent a été décaissé finalement, c'est le ministre qui a pondu une procédure pour pouvoir gérer l'argent. Aujourd'hui, le scandale éclate. On dit où sont passées les primes des joueurs. Des sanctions sont prises après enquête, parce qu'il y a eu une enquête de l'inspection générale du Trésor qui a fait une sorte de croisement entre les dépenses qui ont été effectuées par les uns et les autres et les rubriques qui étaient composées qui étaient dans le budget. C'est en fonction de ça qu'ils ont fait un rapport à la hiérarchie et la hiérarchie, sous la base de ce rapport, a tranché. Donc à partir de ce moment-là, est-ce que la FIF est impliquée? La FIF n'est pas impliquée. Même si la FIF est impliquée, le gouvernement n'a pas les moyens de faire sanctionner les dirigeants de la FIF parce qu'ils ont été élus. Voilà. Alors Félix, quelle est votre analyse des faits? Rien ne me surprend. Voilà un ministère où il y a toujours un petit souci, un ministre qui démet un collaborateur qui est remis à son poste le lendemain, un ministre qui refuse de donner un certain montant à une fédération sous sa tutelle, sur lequel montant est décaissé par le président de la République. Et à l'issue de tout ce qui a entouré, j'allais dire, le décaissement de ce montant, des jeunes qui se battent, qui donnent de toutes leurs tripes pour donner une certaine joie à un pays qui est en train de sortir de crise, et qui, au lendemain de cette victoire, ce triomphe qui a quand même positionné la Côte d'Ivoire à un certain niveau du football africain, et qu'ils ne retrouvent pas leur prime, il y a matière à ce que des dispositions soient prises. Et je ne suis pas surpris que le ministre soit démis de son poste, quand bien même on aurait bien voulu que d'autres ministres aussi soient démis, parce que les scandales financiers de ce genre, je crois qu'on en a soupçonné assez quand même dans le gouvernement qui est là. Il y a des ministres encore qui sont là, qui vont certainement regarder ce débat, qui doivent savoir qu'eux aussi, ils ne devraient pas être assis dans leur fauteuil. Il ne faudrait pas qu'ils aient le triomphe également, j'allais dire, modeste. Parce qu'ils n'ont pas fait mieux que leurs homologues qui sont du gouvernement. Vous voulez dire qu'il y a du 2 poids 2 mesures? Doit-on dire qu'il y a eu 2 poids 2 mesures? Je crois que cette fois-ci, c'est un peu trop flagrant. Mais il faut bien parce que des gens comme des stars... Il faut bien que des sanctions soient prises. Il faut bien que ça commence quelque part. Et je salue le gouvernement qui a pu quand même, pour une fois, sanctionner un membre qui a commis un tel acte. Mais je pense qu'il aurait été quand même intéressant que ce gouvernement-là soit cassé à un moment donné de son histoire, pour réintroduire de nouveaux sangs, parce qu'il y a des ministres aussi qui sont quand même trempés jusqu'au bout des scandales financiers. Finalement, Assalé Tiemoko, où est passé l'argent des éléphants? Parce qu'on a comme l'impression que même cette sanction-là n'élucide pas cette question. Où est passé l'argent des éléphants? Oui, c'est la question qu'on pose et c'est ce que j'écrivais la dernière fois dans mon éditorial. Je disais que Le Boyon a été limogé sans préjudice de poursuite pénale. C'est ça qui est un peu curieux. Et je peux vous assurer que c'est fini, il n'y a plus d'enquête. Voilà, parce que l'AJT, qui est l'agent judiciaire du Trésor, qui est le seul habilité à poursuivre au nom de l'État quand il s'agit de deniers publics, n'a pas encore fait de procédure, ni au niveau de la police judiciaire, ni au niveau de la police économique. Ça, c'est clair, c'est net. Alors, où est passé l'argent? Nous, en fonction des enquêtes que nous avons faites, et sur la base des pièces que nous avons pu obtenir, il y a 2 choses qui sont très claires. Moi, c'est la question que tout le monde me pose, les internautes me posent la question. On dit que le ministre reconnaît avoir dépensé 333 millions, alors que l'argent qui a disparu, c'est environ 785 millions. Où est passé le reste? Mais il dit, mais c'est très simple. Le budget a été mis en place le 29 décembre 2014. Dès que le premier virement a été fait, 446 millions, des entreprises, 3 entreprises, qui, on ne sait quelles prestations elles ont réalisées et pour qui, ont encaissé 317 millions sur ces 446 millions. Ça, ce sont vos enquêtes? Ça, ce sont nos enquêtes, ce sont des pièces que nous avons obtenues qui démontrent clairement que dès que l'argent est tombé sur le compte du régisseur, en 2 semaines avant même que la CAN ne commence, 317 millions étaient déjà partis. Et sous le rapport de l'inspection générale du Trésor, le régisseur dit clairement que cet argent a été décaissé sur instruction du ministre des Sports. Ça fait déjà 317 millions. Ensuite, vous avez 333 millions
qui ont été dépensés et reconnus par le ministère. On est déjà à 650 millions. Vous voyez? Et dans le rapport, on dit que le régisseur lui-même reconnaît avoir dépensé 180 millions. Voilà. On en est à 800 millions. On a tout l'argent des primes des joueurs. Tout est là. Il n'y a plus d'autres débats, il n'y a plus d'autres choses à chercher. Donc, tout a été expliqué, ça dans un rapport. Le problème, ce qui moi me désole, c'est que l'État ne prenne pas son courage pour aller jusqu'au bout et à transmettre ce rapport à la police économique pour que la police économique aille prendre les opérateurs économiques qui ont perçu les 317 millions pour qu'ils disent aux Ivoiriens qui leur a passé commande et quelles sont les prestations qu'ils ont faites pour le ministère au point d'être payés à 317 millions sur le budget de la CAN avant la compétition. Voilà, le débat est là à ce niveau. Donc si on fait une enquête judiciaire, on saura ce qui s'est passé. Mais si on s'arrête à la sanction du ministre et qu'on dit bon, tout est terminé, c'est fini, on ne saura pas ce qui s'est passé. J'ai cru lire également chez certains confrères que dans cette affaire, Alain Lobognon ferait les frais d'une guerre en sourdine entre Guillaume Soro et Ahmed Bakayoko. Alors, je ne sais pas si c'est votre lecture des choses. Dans tous les cas, c'est M. Bakayoko qui a conduit, j'allais dire, l'audition, la confrontation entre M. Alain Lobognon et tous ceux qui sont impliqués dans l'histoire a été conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, qui assumait à cette époque, à ce moment-là, l'intérim du Premier ministre. Et donc, c'est le ministre d'État Ahmed Bakayoko également qui a fait le rapport au gouvernement, lequel rapport a abouti à la démission d'abord du régisseur et plus tard du ministre Alain Lobognon. Ça peut ne pas être exclu, on peut ne pas exclure également ce volet politique. Mais une chose est certaine, et là je reviens encore sur ce que dit Assalé, je pense que si c'était pour démettre le ministre et tourner la page, ça ne valait pas la peine. Un poste ministériel, ce n'est pas un cadeau pour qu'on sanctionne un ministre en le démettant comme ça parce qu'il a commis une erreur. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut qu'il y ait des poursuites pénales. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire, c'est l'argent de jeunes gens qui nous donnaient leur triple qui a disparu. Il y a eu détournement. Et quand il y a détournement, il doit y avoir poursuite pénale pour qu'on retrouve les traces de cet argent et que les coupables payent pour que ça serve d'exemple. Mais si ça peut être démis d'un gouvernement, alors que j'ai les poches pleines, mais je préfère le démis et puis avoir les poches pleines, je vais en jouir. Donc je pense qu'il n'y a pas encore eu de sanctions. La démission n'est qu'une étape et la meilleure étape, c'est celle qui consistera à prendre des mesures disciplinaires, à sanctionner les auteurs de ce détournement pour que cela serve d'exemple à tous les autres responsables de l'administration, pour que le bien public soit bien géré. Est-ce que cette sanction-là dénote d'une ferme volonté de ce pouvoir de lutter contre la mauvaise gouvernance? Non, on peut dire qu'on peut lier tout ça aussi au contexte électoral qui arrive. Exact. Voilà, on est à 5 mois des élections, un tel scandale, ça éclabousse forcément le bilan d'un président tu fais réélire au poste de président de la République. Qui a toujours toujours prôné la bonne gouvernance. Donc dans le cadre, dans ce cas-là, il avait le dos au mur et tous les Ivoiriens l'observaient. Quitte à fâcher son camp, il fallait absolument qu'il tranche des têtes. Et il a tranché celle de ministre. On ne dit pas qu'il est coupable, parce qu'il n'y a pas eu de procès pour dire qu'il a détenu de l'argent. Quand on lit votre journal, on a comme l'impression que le coupable, voilà, vous l'avez trouvé. Non, d'un point de vue administratif, nous on l'affirme, c'est clair, c'est net, il est responsable de tout ce qui s'est passé. Parce que c'est lui... non, il n'est pas coupable, ça c'est un tribunal de décider s'il est coupable ou pas. Mais d'un point de vue administratif, il est responsable de tout ce qui s'est passé. Lui-même l'avait dit dans une interview que le chef de l'État l'a instruit de gérer cet argent et de faire en sorte que l'argent aille là où il devait partir. Mais si l'argent a disparu, à qui on doit demander des comptes? C'est à lui, le Premier ministre, qu'on doit demander des comptes. Donc il faut qu'il assume ce qui s'est passé. C'est tout. Voilà. Très bien. Troisième et dernier thème de notre rendez-vous, les visites du chef de l'État, les visites d'État du chef de l'État à l'intérieur. D'abord, avant d'en parler, voici ce qu'en pensent les Ivoiriens. Ce sont des propos recueillis par Irène Bailly et Tanguy Dodo. Il est le président de tout le monde présentement et c'est normal qu'il aille dans les villes. Oui, mais voilà déjà sa campagne, ça c'est clair. Il est en train de visiter seulement ses concitoyens. C'est bénéfique aussi dans la mesure où je suppose que ces visites-là, c'est pour le développement du pays. Quand il part, il dit je suis venu pour le développement.
Mais je vous dis en même temps que je veux que vous me donniez votre soutien aux prochaines élections. Je ne pense pas que les visites d'État puissent influencer les votes. Il y a des régions qui depuis des années sont opposées ou bien quoi. Ils n'ont jamais pu avoir quelque chose. Actuellement, avec la visite du président, on a un peu... Quand il se lève, il va dans tel coin, il promet des milliards, il fait tant. C'est une campagne qui ne dit pas son nom. Mais il n'a pas besoin de faire de campagne. Il est là, il va être président encore, il le sera. Voilà. Voilà ce que disent les Ivoiriens de la série de visites à l'intérieur du chef de l'État. Félix, est-ce qu'on peut dire que le président est déjà en pré-campagne? J'ai 3 commentaires à faire sur ces visites d'État. Premier élément, les interlocuteurs l'ont dit, le président il part pour visiter les populations, connaître les préoccupations. Mais ça derrière, fait partie de ses prérogatives. C'est un camouflage aussi derrière pour faire campagne, parce que chaque fois depuis, je me souviens que c'est au cours d'une visite d'État en 2012 déjà, au nord, dans la région des Savanes, qu'il a lancé qu'il veut remplir en 2015. Et depuis, à chaque visite d'État, il est revenu toujours sur sa volonté de briguer un second mandat. Et c'est au cours, à la finale de la visite d'État dans la région de Ifou à Daoukro, que le président Bédié a lancé l'appel de Daoukro. Finalement, les visites d'État prennent l'allure de visites de campagne, de pré-campagne électorale, et non pas véritablement de visites de développement. N'empêche que chaque visite, quand même, est précédée d'actions de développement. Et là aussi, j'ai mon point de vue sur la question. Doit-on attendre des visites d'État pour développer les régions? À quoi servent les conseils régionaux? Puisqu'aujourd'hui, on voit les conseils régionaux n'ont même pas un budget conséquent pour ne serait-ce que poser un petit acte. Ils ne vivent que d'un budget de fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens juste pour fonctionner. Vous n'allez pas voir nulle part sur l'ensemble du territoire ivoirien un conseil régional qui a entrepris véritablement des chantiers de développement. C'est-à-dire tous les fonds sont emmagasinés au niveau du programme présidentiel d'urgence. Et si votre région a la chance d'accueillir le président de la République, vous aurez des infrastructures, un peu de lumière, un morceau de goudron, ainsi de suite. Il faut le dire. On n'a pas besoin de visite d'État nécessairement pour développer les régions. D'autant plus que ces visites prennent de plus en plus la connotation de visites électoralistes. Et le troisième point? Le troisième niveau, je crois que ce qui concerne ces visites d'État, il y a un aspect qui m'échappe. Je crois que je reviendrai à ce troisième niveau. Je préfère laisser la parole à monsieur. Mais dans tous les cas, c'est utile qu'un chef d'État aille à la rencontre de ses populations. Oui, c'est bien toujours utile. Même si on est à 2, 3, 4, 5 mois de la présidentielle. Non, il faut être clair. Le président n'a pas commencé sa visite d'État à quelques mois des élections. Il a bien commencé sa visite d'État juste 1 an après son élection. Ça, c'est bien. C'est déjà bon d'aller à la rencontre de ces populations, de bien les connaître leurs préoccupations et en tenir compte dans l'action de développement qu'on pose. Mais il ne faut pas attendre aussi d'arriver au pouvoir pour connaître les préoccupations des populations. Je pense qu'avant d'arriver au pouvoir, il y a eu des promesses qui ont été faites, on a sillonné le pays, on connaît les difficultés. Quand on arrive, on les met en œuvre et on délègue les pouvoirs aussi pour les mettre en œuvre, d'où l'élection des conseils régionaux. Et je plaide encore pour les conseils régionaux parce que ce sont des entités creuses aujourd'hui qui ont été mises sur pied. Si c'était pour montrer que nous sommes des démocrates en Côte d'Ivoire, je pense que les élections législatives et locales, c'est-à-dire les municipalités, suffiraient déjà pour pouvoir montrer cette face-là. Parlons d'efficacité à Sané Tiemoko. Ces visites, elles sont importantes, mais en quoi sont-elles utiles? La question a été, je crois, déjà soulevée par Félix. Les conseils régionaux ont été créés pour faire du développement local. Et le gouvernement devrait donner des moyens conséquents à ces conseils régionaux-là pour pouvoir développer leurs zones. Mais écoutez les discours des responsables des conseils régionaux, quand le président arrive dans leur zone, ils disent on est sauvé. Voilà, j'ai écouté chaque fois que je suis, ils disent le président est aujourd'hui là, on est sauvé. Ça veut dire que dans les faits, ils attendent tous les visites d'État pour pouvoir faire bouger leur zone. Donc, en termes d'efficacité, on se rend compte que les régions que le président ne pourra pas visiter ne connaîtront pas de développement. Donc, il y a une sorte de discrimination qui ne dit pas son nom. Mais derrière ça, il y a le contexte aussi qui est électoraliste, qui était là. Parce que chaque fois qu'il a été dans une zone, il était récemment chez moi à Tiasalé, il a toujours évoqué le fait qu'il comptait sur les populations pour pouvoir avoir un deuxième mandat. On est dans le cadre d'une visite d'État financée par des moyens
qui sont publiques. Donc tous les Ivoiriens financent cette visite-là. Qu'ils soient du FPI, qu'ils soient du PDCI, qu'ils soient du RDR, tout le monde finance ça. Mais quand on arrive sur le terrain qu'on fait campagne, en ce moment-là, il y a une confusion qui est entre cette visite d'État et la campagne électorale. Je me souviens, je suivais un film la dernière fois et on disait que, j'ai même vérifié, que pendant la campagne électorale aux États-Unis, le président sortant n'a même pas le droit d'évoquer dans l'avion présidentiel le mot élection. Il n'a même pas ce droit-là. Parce que c'est un avion qui appartient à tout le peuple américain. À l'intérieur, on ne parle pas d'élection. Et ici, on va en visite d'État et on dit aux populations, je compte sur vous pour pouvoir être réélu. Et même on dit, vous serez réélu à 100% aux prochaines élections. Donc on est en pleine campagne électorale. Donc il y a une sorte de confusion des gens et ça noie un peu l'objectif des visites d'État qui est de rapprocher la population. Alors Félix, tout à l'heure, avant de ton venir, troisième point. Le troisième point qui me revient à l'esprit, tout à l'heure avant de venir sur ce plateau, j'échangeais comme ça avec des amis qui m'ont attiré l'attention sur un fait qui me semble plus ou moins vérifié, à me faire comprendre comme ça que il y a une sorte de discrimination dans les différentes régions qu'on visite. On dit que le président de la République, avant d'aller dans certaines régions, il annonce une semaine auparavant et il y va. Quant à d'autres régions, avant d'y aller, c'est annoncé déjà quelques mois auparavant et de grands travaux s'y font. C'est le cas, je le dis, dans moins d'une semaine, il y aura la visite d'État dans la région de Kabadougou, à Odiéné. Et des gens s'en plaignent déjà, mais depuis 2 mois déjà, cette visite a été annoncée. Et à Odiéné, on a vu le journal gouvernemental aujourd'hui qui présente Odiéné, qui a changé carrément de visage. Là où, pour aller chez mon frère Atia Salé, en une semaine, c'est décidé, le président y est allé, il a fait un voyage aller-retour. Je ne pense pas qu'à Salé ait bénéficié d'1 kilomètre de goudron à Atia Salé. Ça a été pareil dans la zone de l'Agnébi et dans la région de la Mé également, où le président est allé récemment. D'ailleurs, un journal le disait, il avait prévu faire 300 milliards d'investissements, mais avec l'effervescence, la mobilisation, il est monté à 800 milliards. Vous voyez, il y a une sorte de discrimination, comme si on est effectivement en campagne. Et surtout qu'on utilise les moyens de l'État. Je pense que si ça devrait être le cas, il faut arrêter les visites d'État. Et qu'on attende la période de campagne, comme ça on fera, tous les candidats feront la campagne, chacun avec ses moyens de bord. Mais pour l'instant, il est le chef de l'État et il donc qu'il fasse les visites d'État, qu'il aille... Ça a toujours été fait comme ça. Hein? Vous voyez, un chef d'État récemment victime d'un coup d'État raté a fait un discours sans faire allusion au coup d'État. Le président de la République peut faire des visites d'État sans parler du tout de sa réélection. Aller s'enquérir des difficultés de la population, faire des promesses, voici ce que j'entends faire pour vous, voici ce que je fais pour vous, voici ce que je peux faire pour l'instant avec les moyens à ma disposition, sans parler nécessairement de sa réélection. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas plus honnête pour lui de le dire, sinon on le soupçonnerait quoi qu'il advienne de cela. Oui, mais on dit visite d'État, on n'a pas dit visite du candidat Ouattara. On dit visite d'État, c'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui envoient leur président visiter une région. Qui finance qui finance tout ce déplacement-là. Donc on ne peut pas utiliser cette visite d'État-là pour dire soutenez-moi pour qu'il soit réélu. Non, il y a une confusion, il faut que ça s'arrête. Il ne peut pas évoquer l'élection présidentielle dans une visite d'État. Voilà. Sinon, ça crée un peu une confusion du genre et on a l'impression que c'est une campagne. Ça lui permet de prendre de l'avance sur les autres candidats qui ne sont pas encore en campagne. Et puis, tenez, pas pour soutenir qui que ce soit. La visite d'État, ce n'est pas une création du président Ouattara. Je crois que son prédécesseur en faisait la visite d'État. Et à l'époque, ces visites-là étaient consacrées notamment à parler de la paix doit revenir, et ceci, cela, j'entendais ces discours-là, qui n'avaient rien à voir avec les élections. Je crois que le président peut s'affranchir quand même, prendre de la distance vis-à-vis des élections et faire des visites d'État. On le verra. Le fait même d'être présent en face des gens, c'est comme un produit qu'on met à disposition de la clientèle. Les gens savent que oui, voilà quelqu'un qui est bien, que nous pouvons voter. Ils vont apprécier. Mais qu'il arrête de faire déjà campagne. J'ai besoin de vos voix pour remplir en 2015, et ainsi de suite. Ça, c'est de la campagne. Et je ne sais pas, quand on va ouvrir la campagne présidentielle, effectivement, si le président aura encore d'autres choses à dire à ses populations. Parce que finalement, c'est la campagne qui a commencé. Donc, je ne sais pas s'il aura encore des arguments à tenir face à ces populations. D'ailleurs, il prête le flanc. Ses adversaires, maintenant, eux auront de quoi dire. Donc, je crois qu'il gagnera à faire des visites d'État pour l'instant. Et puis, au moment de la campagne, je suis venu vous dire que je vais faire ceci pour vous. Maintenant, je suis là pour vous demander renouveler mon mandat pour que je puisse le faire. Voilà, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de lire notre magazine numérique www.iciabidjan.info. Merci Félix. Merci Ange. Merci à Salé. Merci Ange. Et à la semaine prochaine.